Bonjour. Dans certains genres littéraires comme la poésie, l'aphorisme n'en reste pas moins une sentence énoncée en peu de mots, une situation sous un aspect singulier, une pensée qui provoque une autre pensée. L'aphorisme frappe cependant dans sa tendance vers le poème. L'auteur n'hésite pas à se contredire, il ne produit pas la vérité ou sa vérité, il la cherche. Il est judicieux à ce moment-là de penser à une partie de l'œuvre de Nietzsche qui y voit une tentative de se comprendre soi-même. Il dit alors « Je cherchais mon plus lourd fardeau, c'est moi que j'ai trouvé ». Le plaisir de recevoir aujourd'hui Roger-Stéphane Blaise, double bachelier en cinéma à l'UQAM et à l'Université de Montréal en archivistique, histoire et en littérature. Roger-Stéphane Blaise est fondateur de la maison d'édition Maldoror, ayant publié 4 recueils d'aphorismes sous le pseudonyme de Dalai Lama, un essai sur la poésie intitulé « Géométrie accidentale du hasard », objectif ainsi qu'un triptyque de poésie de poche. Les 101 nuances de poésie, Proust et au Café des poètes. Il est présentement commissaire pour les 10 heures de poésie de la Nuit Blanche à Montréal et instigateur du projet d'occupation littéraire à Montréal. Le Café des poètes, invité depuis 2007 au marché de poésie de Montréal, il a participé aussi au 26e marché de la poésie à Paris. En tant que poète invité, il a présenté son premier recueil Poèmes du refuge global. Il est gagnant du prix de poésie des Francofêtes en 2008. Ses aphorismes ont attiré le micro du communicateur Gilles Proulx. Et 4 de ses poèmes ont été choisis depuis 2008 dans la revue Le Passeur, ainsi que dans toutes les publications internationales des éditions Trésor. Il est membre de l'UNEC et du jury pour les différents concours de l'Association des écrivains francophones d'Amérique. Ici Kamal Benkiran. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Alors Roger-Stéphane, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Art et Lettres. Oh, merci beaucoup, Kamal. Tu sais que habituellement, je n'accepte jamais d'entrevue. Mais tu me surprends, mais ça fait plaisir de te recevoir. Mais tu sais, vu que c'est la première fois que quelqu'un m'en propose une, j'ai décidé d'accepter. Vous faites partie des gens qui pratiquent ce beau genre qu'est l'aphorisme en poésie. Moi, j'apprécie aussi ça. On va en parler un peu plus tard, mais d'abord, la question en question... les 10 heures de poésie, vous êtes l'un des précurseurs, vous êtes commissaire de cet événement. J'aimerais qu'on en parle parce qu'il y a un événement qui s'en vient. Comment est venue l'idée des 10 heures de poésie? Oui, enfin, les 10 heures de poésie, ce qui est arrivé, c'est que il y avait une demande de Spectra pour organiser une soirée de poésie. Donc, naturellement, il y a eu une offre. Mon impresario m'a demandé de faire une offre pour Spectra. Et c'était la 10e année de la Nuit Blanche. Et la thématique, c'était 10. Oui. Et puis moi, je venais de faire une lecture de vrais 10 heures de poésie. Donc, c'est des 10 heures, des raconteurs, des 10 heures de poésie. Et j'ai fait le lien entre 10 et 10 heures. Et il y a encore des gens qui ne savent toujours pas que c'est ça. Mais 10 heures, ça cadrait donc très bien, finalement. Et ça cadrait très bien parce qu'on parlait du chiffre 10, mais c'est aussi le fait que ce sont tous des 10 heures de poésie qui sont là dans tout le segment qui dure 10 heures. Oui. Et donc, c'est un marathon des mots qui est là durant la Nuit Blanche à Montréal depuis 6 ans maintenant. 6 années, oui. Et puis, à l'intérieur même des 10 heures de poésie, il y a le concours Antidote, le concours de poésie. Cette année, il y a 25 participants. J'en suis encore surpris de voir qu'il y a autant de gens qui s'intéressent. Qui a autant de succès. À la dernière minute, mais qui s'intéressent toujours. Oui, donc plus il y a du monde, plus c'est intéressant. Hein? Oui, et puis ça montre aussi la vitalité de la poésie à Montréal. Exact. Et de tout ce qu'il y a comme activité poétique hors des institutions. Oui. Et puis, c'est ça. Donc, c'est stimulant. Et de voir qu'il y a autant de réactions face au concours de poésie, ça aussi, c'est extrêmement stimulant. Donc, il y aura 25 participants pour le concours Antidote. Il y aura des prix de présence, bien sûr. Premier prix de 200 $ avec le logiciel Antidote. Il y a même des prix de présence pour ceux qui assisteront aux 10 heures de poésie. En plus. Oui, voilà. Et il y a même des prix de présence pour ceux qui veulent aller directement sur le site. Donc, vous n'avez qu'à aller sur Facebook et vous trouverez le site des 10 heures de poésie ou du concours de poésie Antidote. Très bien. Alors, une vitalité littéraire poétique extraordinaire. Là, on est entouré d'une bibliothèque qui est la vôtre. Oui.
Il y a beaucoup de livres, mesdames et messieurs, parce que Roger-Stéphane Blaise est très prolifique. Monsieur Mystère, Le secret des évidents, je me permets de les passer vite. Monsieur Mystère, Parlementaire, je vous invite à voir le beau découpage des mots. Le Café des poètes, on va en parler un peu aussi. Puis il y a aussi Proust. Et puis on parle de celui-là. Les 101 nuances de la poésie. 101 nuances de la poésie, ça rappelle quelque chose de 50 nuances de voilà, Grey. c'est ça. Ça inspire, mais bon. Au départ, c'était les 50 nuances, on est allé ça plus inspire, loin. Hein? Voilà, bon, ça. alors on va parler de l'aphorisme. Vous êtes parmi nos poètes au Québec qui êtes les plus versés dans ce genre. Pourquoi vous l'avez choisi? Ben, c'est sûr qu'il y a une formation de philosophe derrière. C'est aussi un challenge parce que, bon, c'est arrivé une période de ma vie où je travaillais vraiment très fort dans un établissement qui était d'une normalité exécrable. Alors, il fallait trouver, parce que moi, je sortais du cinéma. Je travaillais en cinéma oui, comme scénarisateur chez Warner Brothers. Okay. Et puis, je suis parti en France après, par la suite. Quand je suis revenu ici, il n'y avait plus rien. Alors, j'ai trouvé du boulot de travail presque de fonctionnaire. Et voilà, donc, mais il manquait la création. Et voilà, à un moment donné, c'est ça, les aphorismes sont sortis, un après l'autre, les employés de bureau, les amis, tout ça, ils ont « Ah, ben tu fais des aphorismes vraiment génial, tout ça. » Et bon, de fil en aiguille, c'est devenu un livre, c'est devenu 2 livres, c'est devenu 3 livres thématiques, puisqu'il fallait les classer. Parce que la meilleure chose à faire, surtout dans les aphorismes, même en poésie, c'est d'éviter les florilèges. Oui. Donc, d'essayer de créer des thématiques. Donc, le premier a été Le secret des évidences, qui est plus d'une approche philosophique. Bon, en tout cas, c'est plus une orientation philosophique. Le secret des évidences, et dois-je... Et ça vient du fameux secret, parce que la même année, Le secret était sorti. Oui. C'était le best-seller. Oui. Et puis, je m'étais tellement marré à lire ce livre qui était d'une nullité. Non, mais en plus, en tournant, allant au dos de ce livre, c'est Monsieur Mystère. Oui. Là, on parle de Monsieur Mystère, Monsieur Dalai Lama. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait travailler ça derrière un personnage, nécessairement, parce que derrière ma personne à moi, c'est pas important. Donc, il fallait créer aussi le personnage, celui du gourou. Voilà, c'est ça. Et c'est ça le fond de l'idée de l'aphorisme, c'est qu'il y a une structure, il y a une pensée qui amène vers une autre pensée. Absolument, c'est ça, c'est le dogmatisme de la pensée. Voilà. Mais dans ce cas-ci, c'est tout à fait l'inverse. On essaie de proposer des gens une ouverture, un aphorisme qui s'ouvre aux gens, et c'est aux gens de découvrir finalement le premier, le 2e degré et même le 3e degré de l'aphorisme. C'est une invitation, un extrait, si tu permets. Oui, absolument. Mesdames et messieurs, Le secret des évidences, Roger-Stéphane Blaise. Avide de se faire oublier, le néant rit de nous. Le nihilisme n'existe pas, voir ailleurs si j'y suis. Le vide d'esprit force le remplissage par l'opportunisme. Le bonheur durable est celui d'un désir constant. Le bonheur appartient à ceux qui arrivent à la bonne heure. Je vous invite à voir le bon découpage des mots. Le bien-être, c'est aussi le devenir. C'est bien, j'aime bien le bonheur. Le bonheur n'arrive jamais à la bonne heure. En plus, c'est une recherche désespérée. Puis, il y a Mal d'Aurore, il y a ces noms que vous avez dit. Donc, c'est une incarnation aussi parce que vous rentrez à l'intérieur de ce genre très précieux. On va faire une pause, Roger-Stéphane Blaise, et on vous revient, mesdames et messieurs, dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arts et Lettres, toujours avec notre invité, Roger-Stéphane Blaise. Alors, à la lecture de certains de vos recueils, de vos aphorismes, on dirait que c'est un combat contre la permanence des concepts reçus par le lectorat, et c'est ainsi que vous le décrivez. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Oui, c'est ce qui est amusant avec la poésie, c'est que justement, on peut travailler toujours sur le 1er degré, le 2e degré et même le 3e degré qui est toujours référentiel, soit au temps, soit à l'événementiel. Et puis, c'est ça le travail d'écrivain en même temps. C'est toujours un travail d'émancipation. Ce n'est pas un plan B. Oui.
Voilà. Pour revenir au fameux scandale de Christine Angot. De Christine Angot qui a donc qualifié les artistes comme genre un plan B, des gens qui n'ont pas réussi et puis qui ont... Voilà, c'est ça. Donc des gens qui ne sont pas docteurs, mais pourtant il y a des docteurs en lettres. Oui, en plus, et qui sont modestes et ils ne le disent pas. Voilà, c'est ça. Ils sont juste un peu plus modestes, mais il faut dire que quelquefois, le plan B, c'est le plan A de certains dictateurs. Si on prend Hitler, par exemple, son rêve, c'était d'être artiste. C'est dommage pour lui, sinon il n'aurait pas fait toute cette catastrophe, cette calamité. Il a été refusé les Beaux-Arts. Voilà, c'est ça, il a été refusé aux Beaux-Arts, mais c'est pour dire que c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui pense que l'art ou même l'écriture, c'est un plan B, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, on s'entend voilà, que maintenant... Et c'est un mode de vie qui vous prend chaque jour. C'est une drogue à la fin, ça devient une dépendance. Oui, c'est un métier, il faut le prendre et il faut le prendre par la suite, ça peut devenir un métier, effectivement, si Exactement. on a atteint un certain contrôle. Oui, et si on a aussi atteint un style. C'est ça le plus dur, c'est de trouver un style. L'apogée de la perfection, si on atteint le style, mais surtout que les artistes, ils participent à l'avancée des idées dans la vie, on ne l'oubliera pas. Je voudrais faire le lien avec ce livre, Roger-Stéphane Blaise, Géométrie accidentelle, du hasard objectif, très intellectuel quand même. Oui, donc ça, c'était vraiment le travail à partir justement des études que j'avais fait en littérature. C'était pour un legs, pour expliquer un peu ce qu'est la poésie, mais aussi la poésie moderne. Dans toutes ses coutures, et je pense que tu peux y aller avec le premier extrait. Je vais y aller avec le premier. On ne demande pas à l'étymologue de former des images qui dépassent la réalité. À l'entomologie de nous permettre de voler de nos propres ailes. Au chirurgien de greffer un regard sur une image ancienne. Au typographe de donner ses impressions à travers son caractère singulier. Au topographe de tracer la carte du monde sensible, je prends du plaisir à les lire. Aux politiciens de nous laisser dans un état d'éveil, aux facteurs d'affranchir le seuil d'expression, aux professeurs de nous rendre la faculté de nous émerveiller, ni aux suicidaires de composer les dernières paroles d'un condamné à mort, car il y a des poètes pour cela. Mais voilà, tu vois, ça revient au fameux plan B. Exactement. Il y a des poètes pour faire ce genre de travail. Et donc, ce n'est pas seulement qu'un plan B, ça peut être un plan A aussi, ou ça peut être tout simplement un mode de vie. Exactement, pour dire que la poésie, c'est un service rendu aussi à la société. Absolument. Et puis, c'est plus qu'un service, parce que on a besoin de ces poètes-là pour pouvoir peut-être nous diriger et être capable aussi de, comment je pourrais dire ça, d'alimenter. Qu'est-ce que ça revenait? Ça revenait à ce que je voulais dire au niveau du gouvernement. C'est comme la démocratie, la poésie, elle est constamment menacée par la désillusion populiste. Oui. Et puis la normalisation institutionnelle. Et pourtant, on s'attend d'elle qu'elle passe encore pour enrichir notre culture ou pour consolider nos utopies. Et c'est ça la poésie, elle est là pour ça. Mais alors, on s'attend à ce que la poésie nous donne quelque chose. Mais alors, ça vient me toujours chercher, quelque chose d'elle. Est-ce que vous pensez que la poésie est quand même assez considérée La poésie est partout. Oui. Elle est partout. Donc ça, il ne faut pas se faire d'illusions avec ça. La poésie est partout, elle évolue, elle s'adapte aussi. On peut voir ce qui se passe présentement en France, où la poésie est maintenant portée par la musique. Houellebecq a fait 2 albums qui sont vraiment géniaux. Pourtant, sa poésie l'est un peu moins, mais quand elle est portée par la musique, électronique surtout, ça amène un nouveau courant, un nouveau public aussi pour écouter. C'est un peu ça qu'on fait d'ailleurs pour les 10 heures de poésie. On amène les poètes sont toujours transportés par la musique. Et en France, ils ont compris ça avec le talk-over, avec le spoken word. Et puis ça marche très très bien en France. La poésie, elle est adaptée au marché actuel sans que le théâtre ou l'humour fasse de l'intrusion comme un peu on fait ici au Québec. Oui, oui. Donc, c'est ça. Eux, ils ont trouvé vraiment un marché où la poésie est respectée, mais toujours portée par une autre forme d'art, Exactement. On n'oubliera pas le slam aussi. Oui, absolument. Le slam, il est inévitable. Il fait partie de l'évolution aussi. Exact. C'est un mode qui fait partie aussi du mouvement du geste et du mouvement poétique. Tout à fait. Je vais continuer mon fameux défilement de parlementaire. Les 101 nuances de la poésie. Donc ça tu vois, c'est un condensé, c'est l'essence même de la poésie. Ça m'a pris quand même 3 ans à travailler sur les 101 nuances de poésie. 3 ans pour ça? Oui, 3 ans.
Parce qu'en fait, c'est une définition de la poésie. Il y en a 101 définitions. Et d'ailleurs, David Goudreau qui m'avouait, parce que David Goudreau est le porte-parole des diseurs de la poésie et du concours Antidote, et qui m'avouait que pendant ses cours parce qu'il donne des ateliers de poésie, qu'il se servait des 101 nuances de poésie pour expliquer aux enfants comment on peut, le cheminement ou comment la démarche poétique. Alors, ça a été très flatteur, mais il faut dire aussi que David, il a beaucoup de talent. Il a du talent, David Goudreau. Parlementaire, c'est politique, non? Oui, donc ça, tu dois sûrement voir en quelle année à peu près ça a été fait. Ça a été fait en 2012. Durant le Carré Rouge, j'ai eu d'énormes difficultés à diffuser ça chez Renaud-Bré, en plus, toute une histoire autour. Et j'ai cogné à la porte de Renaud-Bré au service des acquisitions. Et puis, c'était toujours la même histoire. « Ah, vous savez, on peut pas parce que ça parle des Carrés Rouges et tout ça. » Et puis, finalement, la personne, le responsable, me dit « Mais vous êtes qui, vous? » Je dis « Ben, mon nom, c'est Roger Stéphane Blaise. »« Ah oui? » Attendez un peu. Il va dans sa bibliothèque, il retire le Refuge Global et dit tu es Roger Stéphane Blaise du Refuge Global, j'ai acheté ton livre au marché de la poésie à Paris. Et c'est comme ça que je m'en suis sauvé. Oui. Je m'en suis sauvé de cette façon-là et Parlementaire, finalement, a pu être distribué chez Renaud-Bré. Mais comme il me disait, ils ne font pas. Je veux dire, les publications à compte d'auteur, ça se fait. C'est ça. Sylvie en parlait justement de la difficulté de pouvoir promouvoir et même. Mais ça peut toujours passer. Ça peut passer comme. C'est ça. Voilà, j'ai été très, très chanceux. Alors, on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité Roger Stéphane Blaise. Alors cette fois, c'est avec le Café des Poètes. Oui, le tout dernier. Le tout dernier, voulez-vous nous en parler? Ah, ça, c'est le tout dernier du triptyque. Donc, c'est un recueil de haïkus et de tanka. Donc, c'est un travail qui a été fait sur un an et qui respecte les critères des haïkus. On a travaillé sur les saisons, donc toutes les saisons autour du Café des Poètes. Et le Café des Poètes, bien sûr, donc la thématique, c'était pour amasser des fonds pour l'occupation littéraire qu'on veut proposer à la Ville de Montréal. Donc, c'est présentement en discussion, peut-être pour cette année, on l'espère. Et le livret, le recueil, sert pour amasser les fonds pour la réalisation du Café des Poètes. Alors, le Café des Poètes, est-ce qu'il était ouvert avant? Non. C'est la chose la plus amusante. Je suis allé voir plusieurs propriétaires de locaux. Oui, c'est et ça. Voilà, c'est exactement. Il me dit, le Café des Poètes, ça existe. Oui. J'ai dit, et puis là, j'ai fait, OK, là, il faut que je me protège. Je suis allé voir, j'ai enregistré le nom du Café des Poètes. Et à ma grande surprise, je me suis aperçu que non seulement le Café des Poètes n'existe pas à Montréal, mais il n'existe pas à Paris non plus. Ah, bah, donc vous êtes l'inventeur du premier Café des Poètes? Il y a le Café des artistes à Paris, mais il n'y a pas le Café des Poètes. Mais c'est ça, donc je trouve ça un peu dommage qu'à Montréal, qu'à Québec, on ait la maison littéraire, avec un magnifique café à l'intérieur, mais qu'à Montréal, on n'ait pas un espace réservé à la poésie. Et c'est ce qu'on propose. Donc, on propose une valeur ajoutée pour l'aspect littéraire, surtout sur le plateau Mont-Royal, en tout cas pour ce qui est du quartier du centre-ville de Montréal ou du plateau Mont-Royal. C'est une très belle initiative. Oui. Bonne chance. On va revenir aux 10 heures de la poésie. Oui, donc juste pour terminer avec les 10 heures de poésie, c'est 10 heures de poésie intense et on commence avec la diasporama. Kamal sera invité d'ailleurs avec Fulgence, qui était l'animateur de poésie, Vivement Poésie. Et donc il y aura 10 autres segments, donc c'est 10 heures intenses. Il y aura Claudine Bertrand. Claudine Bertrand pour Tout Feu, Tout Femme. Maëlle Dupont. Avec Maëlle Dupont. Donc ça, c'est le segment Tout Feu, Tout Femme. Bien sûr, il y a les 2 heures intensives du concours de poésie. Et après ça, il y a les Dieu poète avec Lou Poète et un virtuose, Monsieur Pion, qui est le virtuose. Alors, il y a toujours de la musique. Donc, c'est ça qui rend intéressant le segment. C'est toujours une lecture accompagnée de musique. Et donc, c'est ça. Donc, c'est tout le long jusqu'à minuit. Et à minuit, on fait la fête avec un micro ouvert. Et il y aura même une playlist que j'ai préparée de musique française actuelle qui est orientée vers le talk-over et dont on parlait d'ailleurs, le talk-over et puis du spoken word.
On n'oubliera pas Éric Roger qui sera là aussi. Oui, Éric Roger. Oh, j'ai oublié Éric Roger, il ne faut pas que j'oublie, sinon je vais me faire... Ben, lui, voilà, alors Éric Roger Solovox, c'est un hommage à Régent Ducharme. Parce que l'année dernière, on avait fait Leonard Cohen. Cette année, on fait Régent Ducharme. L'un des plus grands Et ne du pas Québec. oublier, pour ceux qui aiment Régent Ducharme, aussi d'aller à l'exposition à la Maison de la littérature à Québec. Oui, excellente il y a une exposition. Vous voulez montrer le grand guide? Oui, je voulais juste terminer pour ceux qui sont intéressés à venir au 10 heures de poésie. Si vous n'avez qu'à cliquer « J'aime » ou je participe et vous pourrez courir la chance de gagner ce volumineux livre des concurrences du Grand Livre des Druides. Donc, bien sûr, ça vient de chez Druide Informatique, ceux qui font les logiciels Antidote. Bien, il faut le dire, ça va être au mois de mars, hein, c'est très prochain. Bien, c'est le 3 mars. C'est le 3 mars. Voilà, c'est ça, c'est samedi. C'est samedi, exactement. Donc, les 10 pendant heures, la nuit blanche. Les 10 heures de poésie avec Roger-Stéphane Blaise, mesdames et messieurs. Quels sont tes projets d'avenir? Les projets d'avenir, pour l'instant, on va au marché de la poésie à Paris. Okay. Et d'ailleurs, Claudine Bertrand qui m'a invité à l'intérieur d'une anthologie sur l'eau. Oui, et donc, oui. Ça fait extrêmement plaisir parce que ça me donne une autre raison d'être au marché de la poésie cet été, qui est consacré aux poètes du Québec. Donc, ça va être vraiment amusant d'être là. Je suis au courant de cette anthologie intéressante de Claudine Bertrand qui était passée. Oui, c'est ça, il y a 2 semaines. Parmi nous, il y a 2 semaines. Alors, Roger-Stéphane, je vais te laisser le choix de clôturer avec un extrait de ton choix dans cette bibliothèque qui nous entoure. Parfait. Je te tends. Il nous reste quelques secondes. Roger-Stéphane Blaise, mesdames et messieurs, pour la lecture d'extrait de son choix. Parfait. Alors, je vais te lire un extrait de La faille de l'homme. Oui. C'est le prochain recueil de poésie. Et je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il reste plus la grande trempe. Donc, le poème n'est pas la poésie. Le poème n'est pas la poésie. Ainsi, j'écris des perles de verre que je rejette dans un univers déroutant. J'écris en pesant les mots de l'instant en équilibre sur la fine pointe de l'instant. J'écris tout en m'investissant sur des sujets hors d'attente au profit de mots palpables. J'écris afin de suspendre la notion du temps, y déplier l'espace commun et entrevoir les moments d'intimes illumination. J'écris pour mieux m'effacer jusqu'au jour où viendra le moment d'en faire le point, avant que les mots recommencent à se jouer de nous. J'écris ici, bien ailleurs, pour que ces mots à peine perçus percent le silence et effleurent le réel, pour que la finesse d'une pensée fugitive, véritable combat sur le champ d'axiomes, puisse pénétrer les prisons de la solitude et y construire une raison de s'élever. Et puis, quelquefois, pour tuer le temps, je crie, chargé de tout, mine de rien, cette idée que l'on creuse au fond de soi, que tout ça n'est pas assez. Merci beaucoup, Roger-Stéphane Blaise, d'être passé à ICI Télévision, chez Arts et Lettres. C'était tout le temps qu'on avait pour cet épisode, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre intérêt. Kamal Benkiran avec vous, portez-vous bien et à la prochaine.